Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir à cette 4e édition de Coupe Circuit. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est un peu à distance, hein, c'est à la mode, mais voilà, on va quand même profiter de vous, de votre disponibilité pour vous poser des questions. Nous venons de voir ici un avant-programme, dans l'avant-programme du festival, votre film Foutu pour Foutu. Donc voilà, on sort tout juste de la projection. Comme il y a des gens qui vont devoir partir, ce que je propose tout de suite, c'est de passer la parole à la salle pour pouvoir libérer les gens qui sont avec nous depuis ce matin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Bonjour, est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions, malgré tout ça? Bonjour. Oui, bonjour. Des réponses à nos questions, certaines, mais en tout cas, il s'agit plus d'un processus sur le long, sachant que devant ce sujet, il n'y a pas forcément il n'y a pas de solution ou de réponse qui pourrait convenir parfaitement. Mais par contre, oui, on considère qu'on a avancé et plus qu'une réponse, on a un rapport qui est peut-être un peu plus apaisé avec ce sujet. Maintenant qu'on a un peu plus de recul et que ça fait quasiment un an que le film est sorti, on a, disons, moins le nez dedans. Et donc, en ayant pris un peu plus de distance par rapport à tout ça, ça nous a permis de considérer ce sujet d'une manière un peu plus, ouais, déjà un peu plus rationnelle, moins émotive, et d'appréhender le futur, en fait, reprendre, enfin, comment dire, se ressaisir un peu de la vie et de faire des projets, etc. Parce que quand on est dans ce sujet de manière frontale, tout est remis en question. Enfin, c'est assez, comment dire, Bloquant, disons. euh, Mm. donc voilà, je réponse non, mais on avance. Merci, je pense qu'il y a une autre question encore dans la salle. Bonjour, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, réagir, parce qu'avec le Covid, ben, on est tous retournés chez les maraîchers, on n'a plus été en surconsommation, et maintenant, ben, tout le monde recommence la même connerie, donc sans supprimer le GSM, le Quick et toutes les surconsommations et les grandes surfaces, comment est-ce qu'à notre niveau, même si on intervient, on changera quelque chose ou pas du tout? En fait, je pense que face à l'étendue du problème, euh, ça c'est mon humble avis, hein, mais il s'agit pas forcément de raisonner en termes d'efficacité de l'action, à savoir est-ce que mon action va être efficace, mais plutôt de se dire vis-à-vis de moi et de mes valeurs, qu'est-ce qui me semble être le plus juste. Si je me lève le matin et que je fais des choses qui sont en adéquation avec ce que je pense au fond, et ben c'est déjà une réussite en fait. Et je pense que c'est vain de penser qu'on va avoir un impact maîtrisé. Le monde va changer et on va essayer de faire en sorte qu'il change pour le mieux. Par contre, on peut pas calculer, on peut pas avoir des résultats de ce changement. Mais la seule chose à faire, du coup, à l'échelle de l'individu, c'est peut-être de se dire déjà comment j'ai envie de vivre mes journées, est-ce que j'ai envie de faire attention à ce que je consomme, est-ce que j'ai envie de faire attention aux êtres vivants au sens large qui sont autour de moi. Et je pense que c'est déjà un bon début. Parce que euh, Global. si on pense global, alors forcément on est ramené à quelque chose de trop gros quoi pour l'individu et du coup c'est très démoralisant et ça permet pas d'avancer. Et je suis convaincu, de plus en plus convaincu, que le monde va se transformer. Ça se fera par chaque individu qui, ensemble, créeront des dynamiques collectives qui permettront peut-être d'avoir une emprise sur le destin. Mais pour l'instant, la question qu'il faut se poser, c'est déjà comment sortir de la panique, sortir un peu du désespoir et créer l'envie en fait, créer l'envie de faire des choses, de cultiver la vie, la joie. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que c'est un sujet qui est pas drôle, qui donne pas forcément envie de se bouger les fesses quand on voit que tout le monde
ne considèrent pas l'écologie comme un sujet important, en tout cas une grande partie des gens. Et du coup, il faut se focaliser sur les gens qui sont là-dedans et qui ont envie de faire. Je pense que c'est un bon début. Je sais pas si tu as quelque chose à Et puis, rajouter. oui, se focaliser aussi sur ben, ne serait-ce qu'une personne qui est sensibilisée et qui est réactive au discours que vous avez, c'est déjà ça de gagner. D'essayer de se satisfaire un petit peu des petites choses qu'on arrive déjà à insuffler quand on a un entourage qui écoute un peu plus ce discours, un entourage qui va commencer à changer ses habitudes en voyant que nous-mêmes on le fait. Ben, c'est déjà quelque chose en fait. Même si on a l'impression que c'est pas assez et que évidemment à l'échelle de la planète ce sera sûrement pas assez, et ben c'est déjà quelque chose. Je pense qu'il faut arriver à se satisfaire un petit peu des petites choses qu'on arrive à créer autour de nous. Et aussi, j'aimerais rajouter, d'un point de vue plus pratique, je me lève le matin et qu'est-ce que je fais? Peut-être se dire que il y a une sorte de bataille à double front qui s'opère, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire à l'échelle collective, comment je peux me saisir de la, de l'exercice politique pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Et donc ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par le militantisme, ça peut passer par de la désobéissance civile, par le soutien d'un parti qu'on considère qu'il peut être peut avoir une partie de la solution. Donc ça la dynamique collective. Et après, il y a, comme on a dit juste avant, il y a une dynamique individuelle qui est tout aussi importante. Et je pense pas qu'il faille opposer les deux. Je pense qu'il faut avancer de concert avec ces deux dynamiques-là. Merci. Encore une question. Bonsoir Paris, Grenoble, je sais pas où vous êtes. En direct de Grenoble. À Grenoble. Bon, c'est une question qui ne sera pas évidente, évidemment, mais dans votre imaginaire, si, depuis le Covid, si vous aviez dû faire le film maintenant, à la suite du Covid, est-ce que le film aurait été le même? Juste une parenthèse, je trouve que ça manque d'urgence dans ce que j'ai vu. C'est une question super difficile. Ouais, mais en fait, enfin, dans le sens où on a fait ce film-là déjà pour un peu contrecarrer tous les contenus qui sont liés à l'effondrement et qui sont très alarmistes, qui en fait qui amènent une forme de paralysie chez la personne qui regarde ce contenu. Et avec Agathe, on avait l'ambition de créer un contenu qui soit bon, qui laisse qu'il est, mais qui soit un peu plus doux dans la manière d'amener ce sujet. Et, et en fait, des retours qu'on a eus, c'est que ça a fait du bien aux personnes qui n'avaient que les chiffres pour se documenter. Donc c'est une approche très très froide en fait de l'effondrement, le fait de voir que des courbes, voir ouais, des chiffres, etc. Et avoir une dimension un peu plus humaine, un peu plus douce, ça permet d'appréhender ce sujet-là d'une autre manière. Bien que j'ai pas l'impression dans le film qu'on a arrondi le constat, je pense qu'on a essayé de dire ce qu'il en était. Par contre, la forme est très importante quand on émet un message, je trouve. Et du coup, ouais, l'intention c'était pas de perdre la moitié des gens aux 15 premières minutes et d'essayer de les capter jusqu'à la fin, euh, parce que parce que oui, en fait, on sait que c'est compliqué. Et on sait de jour en jour que c'est de plus en plus compliqué. Mais en fait, et après, le problème, c'est que le fait qu'on sache que c'est de plus en plus la merde, ça fait pas forcément avancer les personnes à l'instant présent. Et ce qu'il nous faut, c'est de l'énergie maintenant pour faire des choses. Et donc, qu'importe en fait l'imminence de l'effondrement, la seule chose que l'effondrement nous dit, en tout cas quel message ça dit, c'est que il faut changer de manière radicale notre rapport au vivant, notre rapport aux choses. Et du coup, c'est avec Agathe maintenant, on considère plus l'effondrement comme une invitation à plutôt que comme une fin. En fait, on ne sait pas quand l'effondrement va survenir. On est peut-être qu'on y est déjà, et certainement qu'on y est déjà dans un processus d'effondrement. Mais en fait, on s'en fout. Parce que de toute façon, à l'échelle de l'individu, on n'a pas la cognition pour comprendre ce qui est en train de se passer à l'échelle systémique. Donc, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est vain de sonner la cloche de Eh oh, c'est la catastrophe.
venez, on se bouge maintenant, parce que je pense qu'il y a un temps de réflexion et il y a un temps la transition, ça se fait sur un temps long, malheureusement, même si les choses doivent se faire rapidement. Les humains ne changent pas comme ça. À l'échelle individuelle, une transition, je trouve que c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années, voire sur toute une vie. Donc peut-être que une des réponses, ce serait de se dire qu'on fait partie d'une séquence et qu'on s'insère dans une transition qui est beaucoup plus longue et qui est hors de notre échelle individuelle, qui s'opère sur un mouvement plus global. Je sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais en tout cas, euh, Ben, moi, je dirais que, en fait, effectivement, je te rejoins. Même si on avait dû commencer le film maintenant, l'urgence, elle est d'autant plus urgente qu'il y a un an qui s'est passé depuis qu'on a commencé. Mais en fait, le message, il est toujours le même, dans le sens où notre volonté avec ce film et ce dont on avait besoin en faisant ce film, c'était de donner de l'énergie, de donner l'envie et voilà, d'essayer de fédérer par une autre approche que l'approche scientifique et factuelle, en apportant ben, de l'émotionnel, de comment est-ce qu'on vit ces choses-là, parce que le constat, il est là, dans tous les cas, l'urgence, elle est là, ça, on ne le changera pas. Par contre, comment est-ce qu'on vit ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler chacun. Donc, c'est plutôt sur ça que nous, on avait envie de transmettre de l'énergie, de transmettre voilà, de donner envie. Et donc le message, il serait le même peut-être avec plus d'intensité pour dire, allez, c'est maintenant. Et c'est d'autant plus maintenant. Et puis demain, ça sera encore plus maintenant. Et puis voilà, de jour en jour. Donc effectivement, après au quotidien, on essaye toujours de donner cette énergie aux gens qui nous entourent et voilà, aux personnes qu'on rencontre. Et c'est un travail quotidien et ça sera crescendo, je pense, en tout cas. Mais en tout cas, le message serait le même. ouais, et puis ce qui aurait pu être dangereux, c'est que si on avait fait le film maintenant, euh, on serait peut-être servi d'arguments, quand le Covid aurait peut-être servi d'argument et la crise économique qui est en train de se produire et qui va durer serait peut-être servi ouais, d'argumentaire pour notre discours, mais je sais pas si au final ça aurait ajouté quelque chose au message global. Honnêtement, je pense pas. Merci pour cette réponse si complète. Et en attendant, bah voilà, je voulais moi vous poser la question de savoir comment concrètement ce film a changé, s'il a changé quelque chose dans votre quotidien, dans votre projet de vie. Est-ce qu'il a apporté quelque chose que vous ne soupçonnez pas? Je pense que déjà, ben, ça a permis pour nous ben, de faire une transition concernant le sujet d'effondrement en lui-même, d'être un peu plus apaisé par rapport à ce sujet-là, parce qu'on a mis beaucoup de choses dans le film qu'on a lâché finalement, c'était un peu une catharsis. Et puis de se dire, en fait, après ce qu'on a fait, après le film, après avoir déposé tout ça dans un objet artistique, l'idée est pas de revenir à avant, mais d'avancer. Et du coup, là, on est en train de se projeter dans des projets où on va aller vers de l'habitat collectif, participatif, plutôt en ruralité, plutôt sur des projets en fait voilà, on a monté un collectif et on est en train d'essayer de s'organiser pour vivre en communauté voilà, à la campagne et essayer de tisser des réseaux résilients là où on va s'implanter dans le territoire. Où avant on avait eu une vie étudiante où on a fait ben voilà comme la plupart des étudiants aujourd'hui où on va en Erasmus, où on est un peu d'une ville à l'autre, on va en stage dans une autre ville, etc. Où c'était pas une vie ancrée dans un territoire. Où là on a vraiment envie de s'implanter sur la durée et de tisser en fait des liens solides avec l'environnement qui nous entoure. Je dirais que c'est surtout ça, la manière dont on se projette, en tout cas aujourd'hui. Donc vous revenez parce que c'est vrai que les films ils axent bien sur une dimension individuelle du changement, mais en effet on sent en filigrane qu'il y a quand même cette toile de fond de l'engagement qui est aussi collectif et vous nous l'expliquez bien par rapport à votre projet de vie qui est finalement une suite, une espèce de prolongement de l'impulsion du film lui-même.
Moi, j'avais une question qui concernait vraiment la fabrication du film aussi, parce que c'est vrai que vous le dites bien, l'expliquez bien au début du film, vous n'êtes pas cinéaste. Vous avez fait des études de commerce de Sciences Po, vous êtes habité par des questionnements et vous aboutissez à l'idée d'un film. Déjà, je trouve ça assez surprenant. Du coup, je voudrais que vous nous puissiez en dire un mot de plus. Et aussi, dans cette même logique aussi, un peu comprendre quelle était votre posture par rapport à la fabrication du film. Donc, le fait que vous étiez devant, mais aussi derrière la caméra, au son, à la voix off, au montage, un peu partout. Donc, comment ce choix s'est fait pour vous? Quand on est tombé dans les sujets de l'effondrement, et on était d'abord dans une paralysie, et on s'est dit qu'il fallait vite qu'on fasse quelque chose de tout ça et qu'on reste pas juste à vivre avec ce sujet, à traîner tous les jours. Et on a très vite vu, enfin très vite pressenti que l'art était peut-être un bon moyen, en tout cas, d'expulser des choses. Et en fait, avec Agathe, on aime l'image, on aime la vidéo, on aime la musique, et on s'est dit, mais quel format peut faire en sorte que ces trois sensibilités apparaissent? Et en fait, le film, du coup, s'est imposé un peu comme une évidence. Et ça a été assez progressif dans le sens où on a commencé à se dire, pourquoi on filmerait pas un peu des discussions qu'on a avec des amis ou des intervenants de conférences qu'on arrive à avoir. Et après, on s'est dit, mais en fait, dans le champ des productions visuelles liées à l'effondrement, il n'y avait pas ce créneau de juste de jeunes qui vivent ça et qui sans prétention racontent un peu dans quel état d'esprit ils se situent. Et, et du coup, voilà, on s'est dit, bah, on va raconter un peu ce qu'on vit. Et en fait, ça s'est fait très progressivement et on s'est très vite dit qu'il fallait qu'on fasse tous les deux pour garder un ton assez intime et rester au plus proche, en fait, de ce qu'on voulait dire. Parce qu'à partir du moment où on intègre une équipe, et ben, il y a d'autres subjectivités qui viennent se mettre dans le projet. Et en fait, on avait peur que, entre guillemets, ça pollue le propos on voulait que ça reste vraiment l'essence de nous deux. Et il faut savoir que moi, j'ai fait un peu de photos, un peu de vidéos dans mes années lycée parce que je faisais de la danse avant et donc je filmais mes potes qui dansaient. Donc j'avais disons que la technique m'était pas complètement étrangère, mais par contre on a dû apprendre 90% de ce que c'était de faire un film. Et d'ailleurs, si on avait su la charge de travail que ça représentait, je pense pas qu'on serait lancé dans un film. Il faut avoir un peu une sorte de candeur pour y aller. Et en fait, un projet de cette ampleur-là, finalement, il faut plus le voir comme une succession de petites étapes qu'il faut accomplir. D'abord, on tourne, ensuite on dérush, ensuite on essaie d'écrire un scénario, après on se met à la voix off. Et en fait, tout ça, on l'a fait voilà, avec un peu de... Ouais, c'était très candide, enfin, c'était très frais comme démarche. Je trouve qu'on s'est dit, bon, on le fait. Et on avait un peu de matos pour ça, et donc on s'y est lancé. Et, euh, et pour répondre sur la question du positionnement, sur pourquoi on s'est mis devant et derrière la caméra, devant, c'est parce qu'on voulait qu'il y ait un processus d'identification assez fort. De se dire que les gens, on avait envie que les gens qui voient ce film voient deux jeunes en permanence qui les ressemblent un peu. Enfin, on considère voilà, qu'on est un peu des jeunes de base et que le fait de nous voir, et ben, en tout cas, c'est les retours qu'on en a eu, c'est que les personnes se sont senties un peu concernées par ça parce qu'ils se sont vus en fait dans notre parcours et et parce que ça a amené tout de suite un côté très intime. C'est qu'il y a plein de gens qui nous ont dit on a vraiment l'impression de vous connaître alors que pas du tout. Enfin, c'est un peu l'effet que ça donne quand on filme un peu notre vie. Mais voilà. Ok, merci. Mais juste peut-être un dernier mot par rapport à cette fraîcheur qu'on ressent en effet dans les films. Vous avez décidé de garder dans l'écriture de ces films des petits moments détente.
Alors ça nous a un tout petit peu surpris. C'était un petit clin d'œil justement à cette fraîcheur dont vous nous parlez, ces petits moments détente, ou quelle était la signification de ces moments-là dans les films. Dans un film qui finalement se veut, ok, tendre, doux, intime, mais aussi assez sérieux, puisqu'on y aborde des questionnements sérieux. Donc les moments de détente, vous les expliquez comment dans votre film? La première chose, c'est que ça, c'est encore une condition très personnelle, mais quand les gens commencent à se prendre trop au sérieux, je trouve qu'il y a un problème parce qu'il y a un manque de recul par rapport à l'objet qui se saisissent. Donc, on a toujours, je pense qu'il faut toujours avoir une forme de second degré dans n'importe quel projet qu'on aborde parce que ça peut devenir dangereux d'avoir une proximité trop avec le sujet. Et c'est aussi de retranscrire le fait que dans cette année de réalisation du film, ça n'a pas été toujours tout noir. On n'était pas en PLS dans notre lit en train de broyer du noir. On continue de vivre, on continue de cultiver la joie, d'avoir des relations avec les gens. Et c'était important en fait d'amener une sorte de nuance dans c'est quoi de vivre à 25 ans avec ce sujet-là en tête. Euh, on est plutôt des gens joyeux de base et on avait envie de dire que voilà, on peut aussi en rire parce que juste ça fait du bien et que nous on hérite d'un monde avec tout le lot qu'il y a derrière et c'est une manière de se protéger en fait, d'en rire et d'un peu d'alléger le truc. Alors en rire ça veut pas être dans un déni et ne pas accepter ce qui arrive. Mais c'est juste d'avoir une petite gymnastique mentale et émotionnelle de se dire, faut que je fasse attention à me préserver un petit peu parce que si je m'approche trop de ce sujet-là, ça peut être très compliqué. Et on a des exemples de gens qui sont dans une éco-anxiété profonde et c'est vraiment pas marrant du tout. Donc, euh, donc voilà, ces petits moments détente, c'était à la fois moi au montage, enfin nous au montage, on s'est fait plaisir à les faire. Et je pense que ça a fait aussi plaisir aux gens de respirer un peu dans le film à deux reprises, quoi. Tout à fait. Et puis, je trouve aussi que c'est globalement, ça se marie bien avec le film qui va être une invitation aussi à tirer le mieux de ce qui constitue notre présent et ce qui nous est donné, en fait. Donc, au-delà des enjeux climatiques, environnementaux, je pense que c'est vraiment une question qui aborde différents aspects de nos vies et le film vraiment nous invite à aller plus loin dans cet élan joyeux, en fait. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si je regarde la salle parce que je ne sais pas s'il y a encore une question de la salle ou pas. Ah oui, carrément. Ah ben, on a plein de questions de la salle, mais excusez-moi, moi j'avais totalement zappé. Voilà, merci beaucoup déjà. Du coup, moi, ma question, c'est de savoir est-ce que le combat continue et si le combat continue, c'est dans quel sens? Si vous continuez votre sensibilisation, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous avez une page YouTube ou Facebook où vous sensibilisez la jeunesse, quoi. Voilà, merci. Évidemment, le combat continue. Pour nous, c'est pas, en tout cas, on voit pas ce film-là comme un point A, un point B. C'est de toute façon un sujet qui nous tient tellement à cœur et qui transpire en fait avec nous qu'on peut pas faire autrement que de sensibiliser. Alors ça va être, voilà, ça peut être aussi donc sur les réseaux sociaux, on continue un petit peu, on a un peu ralenti avec le Covid, etc. aussi parce que ça prend beaucoup de temps et que voilà, ça demande quand même pas mal d'implications. Ça passe aussi par nos boulots respectifs. Ça passe aussi par le projet qu'on va monter maintenant. Et ça va passer par plein d'autres choses par la suite, évidemment. En fait, voilà, comme je disais, en fait, peu importe les personnes qu'on rencontre, peu importe les chemins un peu qu'on prend, en fait, c'est en nous, donc ça va forcément être transmis d'une manière ou d'une autre, je pense. Ouais, et puis on, comment dire, on se sent aussi un peu pas redevable, mais disons qu'on a l'opportunité d'avancer déjà par rapport à ces questionnements qui n'étaient pas déjà pas donnés à tout le monde. Et du coup, on a envie aussi comme on est en capacité de pouvoir transmettre des messages, on va le faire.
Après, maintenant, la question, c'est de savoir comment on s'y prend pour documenter la suite pour nous, parce que des jeunes qui s'installent dans une ruralité et qui essaient de rendre un territoire un peu plus résilient, etc., je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser des gens. Mais par contre, il faut qu'on voit comment on met ça en œuvre. Et en ce moment, on est en pleine de réflexion sur c'est quoi la suite de Foutu pour Foutu, comment voilà, comment on exécute ça. Et là, on est pour être vraiment honnête, on est dans la discussion pure de sous quelle forme, mais en tout cas, on a vraiment l'envie de documenter. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il faut le faire. Je vois, il y a encore 2 questions, vraiment, ça suscite beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il pourrait tourner dans les écoles? Enfin, moi, je trouve qu'il devrait tourner dans les écoles, mais est-ce qu'il y a une possibilité chez vous, à Grenoble et même ailleurs? Il était question, on avait un ami sur Lyon qui s'était saisi de cette question-là parce qu'il était vachement sensible du coup au fait de le diffuser. Malheureusement, avec tous les événements qu'on connaît, ça a été gelé. Mais c'est pas la première fois qu'on nous fait cette remarque. Et pour ma part, en tout cas nous, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais pour ma part, c'est quelque chose qui commence à grandir en moi. Et c'est vrai que je considère que le public fin collège, lycée serait vraiment pertinent parce que c'est des gens qui pourraient s'identifier dans ce qu'on vit. Mais ça, c'est quelque chose, voilà, c'est de l'énergie du temps et pour l'instant, on en manque un peu, mais c'est vraiment pas exclu du tout. Voilà, on va essayer d'avancer aussi là-dessus. Il va y avoir certainement une projection ou une intervention dans aussi les écoles. École d'ingénieurs aussi. Et ça suscite beaucoup d'intérêt dans les études supérieures, dans les milieux d'études supérieures. Et c'est aussi un très bon levier parce que pour le coup, on est vraiment proche vu qu'on est passé par cette case-là. C'est d'autant plus intéressant d'aller raconter notre expérience et d'aller toucher des gens dans ce domaine-là. Peut-être une toute dernière question parce qu'on arrive à un fin de temps disponible. Ok. Alors justement, vous terminez par une touche assez positive. On commence le film par Foutu pour Foutu, ça a l'air assez négatif, on parle d'effondrement, etc. Puis on peut considérer qu'on y est un petit peu plus qu'il y a un an, en 2019, avec tout ce qui se passe. Et je me demandais, tiens, la suite, si vous pourriez mettre une connotation un peu plus positive sur la suite, justement, de Foutu pour Foutu, comment vous appelleriez ça, le film? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe après l'effondrement? Qu'est-ce qu'on a? Après, Foutu pour Foutu, c'était déjà un pied de nez. Il y avait déjà un peu de sarcasme dans le titre, mais c'était volontaire. Du coup, c'était pour un titre, ça se doit d'être un peu accrocheur. Et en plus, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. On s'est dit, c'est foutu, et ça nous a fait rire en fait. Et donc, on a voulu un peu retourner le truc. Mais c'est vrai que si on devait mettre un titre sur la seconde phase, peut-être ça serait, c'est peut-être pas si foutu, mais c'est vachement moins accrocheur, donc va falloir qu'on y réfléchisse un peu mieux. Pour un deuxième film alors. Mais en tout cas, si on a une suggestion ici dans la salle comme titre éventuel de la suite, c'est Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ça peut accrocher. Foutu pour Foutu, alors tout est possible. Ouais, ça sonne bien. C'est cool. Mais merci d'avoir participé. Tant qu'à faire, on nous dit. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir offert votre film. Et continuez à nous suivre sur le site web coupecircuit.be. Il y aura plein d'autres films en ligne pendant un mois. Donc voilà, merci. Au revoir. Merci pour l'invitation et pour toutes les questions. On espère que vous avez passé un très bon moment. Merci, oui, tout à fait. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.